philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui dit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les hommes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche partout où l'on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, et reprenons notre discours. Si bien donc, cher Guzman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su coucher confortablement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Il a raison. Dis-moi, je te prie, Ganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'aussi mauvaise augure. Et ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelques froideurs, qu'il est obligé à partir? Non pas. Mais à vu le pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste-feu de Don Elvire? Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les scènes du mariage le tiennent engagé. Eh, mon pauvre Guzman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, que l'homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme, après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, et tant de transports enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends pas, dis-je, et comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends internos que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'épicure, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour contenter sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, damoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel accable quelques jours, qui me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qui me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, brille mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent ce que vous-même déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. C'est parmi vous. Écoute au moins. Je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il envoie quelque chose dans ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Guzman de Don Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près comme cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ
départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié, m'en demander le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en avez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois sans vous faire tort que vous ayez quelques nouvelles amours en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer que notre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh, mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh, monsieur... Eh bien, parle. Assurément, vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller l'un contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus dur pour personne? La belle chose, de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables et tout le plaisir de l'amour. Et dans le changement, on goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour tous les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener tout doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens écœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous avez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire et je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qui semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous n'avez pas. J'avais les plus belles pensées au monde et vos discours m'ont brouillé tout seul. Laissez faire. Une prochaine fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour discuter avec vous. Tu feras bien. Mais, monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne, mais par exemple de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Oui, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur se jouait ainsi d'un mystère sacré. Ah, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours voulu dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel et que les libertins ne font jamais une bonne fête. Voilà, maître Sceau. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde, vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez raison. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je dirais fort nettement, le regardant en face... Osez-vous bien ainsi, vous jouez au ciel
con que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort. Père! Des fois, une question. Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur et qu'entraînée par ses appâts, je l'ai suivie jusque dans cette ville. Et vous craignez rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le mieux du monde, il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'était peut-être pas le ressentiment des parents et des amis. Et... Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle vient épouser. Le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et à rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais tous mes efforts jusqu'ici ont été inutiles. Et j'ai recours au dernier remède. Cet époux, prétendu, doit régaler aujourd'hui sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi facilement je prétends enlever la belle. Ah, monsieur, Hein? c'est fort bien fait à vous. Il n'est rien au monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Ah! Rencontre fâcheuse. Traître! Tu m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en lui aussi avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous n'y attendiez pas. Et vous êtes surpris, la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire la simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler. Je rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais, avec plaisir, 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, tête à bord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise, pourtant, d'ouvrir de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quelle herbe vous saurez vous justifier. Madame. Voilà ce ganarelle qui sait pourquoi je suis partie. Moi, monsieur, s'il vous plaît.
Eh bien, Sganarelle, parlez, n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parle-toi, madame. Mais que voulez-vous que je dise? Approchez, Sganarelle, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Veux-tu répondre, te dis-je? Je vais bien répondre, que voulez-vous que je réponde? Tu ne répondras pas? Madame, Quoi? monsieur... Si. Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous peut-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité, Que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que les affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens. Assurez que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre. Éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre. Non pas être interdit comme vous êtes. je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai pas que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis partie que pour vous fuir. Non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée? Que j'allasse en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, que... Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Sganarelle, le ciel. Oui, vraiment, nous combien de cela, nous autres? Madame, Il suffit. Je n'en veux pas voir davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur, au premier mot, doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non. Je n'ai point d'un courroux à exhaler. Parle vaine. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir.
point. Alquienne, il s'en est point fallu là, passeur d'une épingle, qui ne se soyons naillés tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les a renversés dans la mare. Alquienne, Charlotte, je m'en vais de compter tout feindrer comme ça est venu. Car comme dit l'autre, je les ai promis à viser le premier Jésus. Enfin donc, gestion sur le bord de la mare, moi et Gros Lucas. Nous amusions à batifoler avec des mots de table que nous gestions à la peste. Car comme tu sais bien, Gros Lucas aime à batifoler. Et moi, par le pouvoir, je batifole et tout. Enfin, en batifolant donc, et puisque batifoler il y a, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans le glos et qui venait comme on va remonter par secousse. Je voyais cela fixiblement, et puis, tout d'un coup, je voyais plus rien. Hé, Lucas, c'est fait. Je pense que voilà deux hommes qui nagent là-bas. Voir ce match fait. Toi, été au trépassement d'un chat, t'as la du trouble. Par le sorcienne, c'est fait. Je n'ai pas la du trouble. Ce sont des hommes. Point du tout. Ce match fait, t'as la barlue. Peux-tu gager, c'est fait. Je n'ai pas la barlue, c'est fait. Et que ce sont des hommes, c'est fait, qui nagent droit ici, c'est fait. Moi, lui, ce match fait, je gage que non. Oh, ça, c'est fait. Veux-tu gager 10 soucis? Et je le veux bien, ce match fait. Et pour te montrer, garde l'argent sur jeu, ce match fait. Moi, je n'ai ni été fou, ni étourdi. J'ai bravement bouté à terre, 4 pièces tapées et 5 sous en double, j'en ai tienne. Aussi hardiment que si j'avais un bar de vin. Car je suis hasardeux, moi. Et je vais à la bandade. Je savais bien ce que je faisais pourtant. Hein. Que knier? Ce n'avons pas plutôt eu gage que nous avons vu les deux hommes à Toupin et que nous faisions signe de les aller quérir. Et moi, je tirais auparavant les enjeux. Allons, Lucas, s'est dit, tu vois bien que nous appelons, allons vite à le secours. Non, m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh, donc, tant qu'il y a qu'à la parfaite pour la faire court, hein, j'ai tant sermonné que je nous sommes boutés dans une barque. Et puis, j'avons tant fait qu'à un cas que je les ai tirés de gluot. Et puis, je les ai emmenés chez nous, auprès du feu. Et puis, ils se sont dépouillés tout nus. Pour se sécher. Et puis, il en est venu encore deux autres de la même bande qui s'en sont sauvés tout seuls. Et puis, Mathildine est arrivée là. Mathilde en a fait les deux yeux. Là, justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Mais ne m'as-tu pas dit, Pialo, qu'il y en a un qui est bien mieux fait que les autres? Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit quelque gros monsieur, hein, car il a lui donne son habit tout, depuis en haut jusqu'en bas. Et ce que les servants sont des motions eux-mêmes. Et cependant, tout grand monsieur qu'il est, il serait pas ma fille naillée si je n'avions l'expérience. Regardez un peu. Au partienne, sans nous, il en avait pour sa main de fer. Hein. Mais est-il encore chez toi tout nu, Pialo? Nanin. Il en habillait tout devant nous. Mon Dieu, j'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoires d'engins corneaux, boutons, ces messieurs-là, les courtisans. Moi, je me perdrais là-dedans pour moi et c'était tout de beau vivre, ça. Viens, Charlotte. Ils avons des cheveux qui ne tenons point le tête. Et le bouton ça après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises, ils ont des manches. Nous entrerions tout brandis, toi et moi. En lieu d'autre chose, et portons une garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint, de petites brassières qui ne venons pas jusqu'au brichet. Et en lieu de là-bas, un grand mouchoir de cou à réseau avec 4 grosses coupes de linge qui leur pendant sur l'estomac. Ils avaient tous d'autres petits rabats au bout des bras et de grands attonnoirs de pansements aux jambes. Et parmi tout cela, tant de rubans, et c'est une vraie pitié. Il n'y a pas jusqu'aux souliers qu'ils en soient farcis tout de pied en bouche qu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon, je me romprais le cou avec. Oh, ma fille, Pialo, il faut que j'aille voir ça un peu. Oh! Écoute un peu auparavant, Charlotte, j'ai quelque chose d'autre à te dire, moi. Ah, eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, hein, que je déborde mon cœur. Je t'aime, tu sais bien.
Et je somme pour être mariés ensemble. Mais pas qu'elle. Je ne suis point satisfait de toi. Clément, qu'est-ce que donc il y a? Il y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Clément donc? Jeanne-Étienne, tu m'aimes point. Oh, n'est-ce que ça? Oui, ce n'est que cela. J'ai bien assez. Oh, mon vieux Pierrot, tu viens toujours me dire la même chose. Je te dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'il faut? Que veux-tu? Jeanne-Étienne, je veux, tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, tu m'aimes pas. Et si je fais tout ce que je puis pour cela, je t'achète, sans reproche, des rubans à tous les marchés qui passent. Je me rends le cou à t'aller dénicher des marles. Je fais jouer pour toi les vielleux quand tu viens de ta fête. Et tout ça, comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ce n'est ni bio, ni honnête de ne pas aimer les gens qui nous aimons. Mon Dieu, je t'aime aussi. Ah oui, tu m'aimes d'une bête dégaine. Et Clément, donc veux-tu qu'on fasse? Je veux qu'on l'en fasse comme l'on fait quand on la aime comme il faut. Ne t'aimes donc pas comme il faut. Non, quand ça est, ça se voit. Et l'on fait une petite singerie aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle t'a sauté du jeune Robin. Elle est toujours tout douillée à l'agacer, elle ne laisse jamais un repos. Toujours. Elle lui fait que kniche ou lui baille quelques taloches en passant. L'autre jour, qu'il était assis sur un escabeau, elle le fit le tirer de dessus lit et le fit choir tout de son long par terre. Jeannie, v'là où l'on voit les gens qui nous aimons. Mais toi, tu me dis jamais mot. Tu es toujours là, comme une vraie souche de bois. Je pourrais passer 20 fois devant toi, que tu te grouillais pas pour me bailler le moindre coup ou me dire la moindre chose. Ok, c'est pas bien après tout, hein? Et t'es trop froide pour les gens. Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur et je ne me pierre fondre. Il y a une humeur qui est, hein? Quand on a de l'amitié pour les personnes, on n'en baille toujours que petite signifiance. Mais enfin, je t'aime tout autant que Jopi. Et si t'es pas content, t'en as qu'en aimer que contre. Eh ouais, laisse-tu pas mon compte. Si tu m'aimais, me dirais-tu cela? Pourquoi viens-tu aussi me t'arabuster l'esprit? Jeanniken, je veux que tu m'aimes. Eh bien, laisse faire aussi, ne te presse point tant. Peut-être que ça viendra d'un coup, sans y songer. Toujours là, Charlotte? Eh bien, tiens, Promets-moi que tu tâcheras de m'aimer davantage. je ferai tout ce que je pourrai. Mais faut que ça vienne de lui-même, hein. Pierrot, est-ce là ce monsieur? Ah oui, le voilà. Mon Dieu. Oh, qu'il est gentil. Ça aurait été dommage qu'il eût coûté la vie. Je reviens tout à l'heure, hein. Je m'en vais boire Chopin. Pour me regoûter un peu de toute la fatigue que j'ai eue. Nous avons manqué notre coup, Galarelle. Cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur méchant. Et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tous deux de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours cumulés. Eh, coquin que vous êtes, vous ne savez ce que vous dites, et monsieur sait ce qu'il fait. Allons! Ah, d'où sort cette autre paysanne, Sganarelle? N'as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément, votre pièce nouvelle. D'où me vient la belle une rencontre aussi agréable? Quoi? Dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la
personne. Et que ses yeux sont Oh, pénétrants. monsieur, vous me rendez tout en plus. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Ganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Oh, que ce visage mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Ah, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravie. Je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, cela vous plaît à dire. Je ne sais pas si vous vous raillez de moi. Moi? Me railler de vous? Oh, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Oh, je vous suis bien obligée si ça est. Point du tout. Vous ne m'êtes point obligé de tout ce que je dis et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout ça est trop bien dit pour moi. J'ai pas d'esprit pour vous répondre. Sganarelle, regarde un peu ses mains. Oh, puis monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Ah, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez un peu que je les baise, je vous prie. Monsieur, c'est trop bien que vous me faites. Et si j'avais su tantôt, je ne veux pas manquer de les laver avec du sang. Et dites-moi un peu, belle... Charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans doute? Non, monsieur. Mais je vais bientôt l'être. Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Comment? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Oh non, non, non. C'est profane et tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village et méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduite ici pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Il ne tiendra qu'à vous que je ne vous arrache de ce misérable lieu et vous mette en l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute, mais quoi? C'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure que l'on ferait une autre en 6 mois. Aussi vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Hein. Ce que vous dites me met aise et j'ai toutes les envies du monde de vous croire, mais on m'a toujours dit qu'il faut se méfier des messieurs et que vous êtes courtisans et tous des enjôleux qui ne songent qu'à abuser des filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Inagarde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Hein. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser d'une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Oh non, non, Charlotte. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte. En tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà, de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Oh, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans ce monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de ces sortes de craintes. Vous n'avez pas l'air, croyez-moi, d'être une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue. Je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Je ne sais pas si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Oh, lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Mais je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, oui, que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Mais néanmoins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Hein. Il y aurait de la conscience à vous. Vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voudriez-vous que je fasse des serments épouvantables? Que le ciel... Dieu, ne jurez pas, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur, attendez que je soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai autant que vous voudrez. Enfin, belle Charlotte, je veux ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît, vous échouez trop haut. Vous voulez gagner la pleurésie? Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis que vous
souteniez et que vous ne caressiez pas nous accorder. Ah, que de bruit. Jennifer, c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Mais laisse faire aussi, Piano. Clément, que je laisse faire, je ne veux pas, moi. Ah, Parce que vous êtes monsieur. Vous viendrez caresser nos femmes en nous barbe. Allez-vous en caresser les vôtres? Oh, tu as vu qui aime? T'es hygiène? Mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut battre les gens. Et c'est pas là la récompense de vous avoir sauvé de prenailler. Oh, Piano, ne te fâche donc point. Je veux me fâcher, moi. Et t'es une vilaine, toi, d'en jouer contre Cajole. Oh, c'est pas ce que tu crois, Piano. Ce monsieur veut m'épouser, tu vas pas te bouter en colère. Clément, Janie, tu m'es promise. Bah, ça ne fait rien, Piano. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être aise que je devienne madame? Jenny Tienne, non. J'aime mieux te voir crever que de te voir à un autre. Va, ne te fâche donc point. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose et t'apporteras du beurre et du fromage chez nous. Je n'y emporterai jamais quand tu m'en paieras 2 fois autant. Est-ce comme cela que t'écoutes ce qu'il te dit? J'aurais su ça tantôt. Je me serais bien gardé de le tirer de glou, hein? Et je l'aurais bien baillé un bon coup d'aviron sur la tête. Hein? qu'est-ce que vous dites? Je ne crains personne, moi. Voyez-vous cela? Attendez-moi un peu. Je me moque de tout, moi. Ouais. Eh, monsieur, laissez-la ce pauvre misérable, c'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Clément, je vais lui dire, moi. Ah, je vous apprendrai. Peste! Oh, Dieu maroufle! Te voilà payé de ta charité. Charlie, je m'en vais dire à sa tante. Tout ce ménage-ci. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Et que... Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parvenez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagée avec. Qu'est-ce que donc veut Mathurin? Elle est jalouse de me voir vous parler. Elle voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile, elle s'est mis cela dans la tête. Quel donc Mathurin? C'est en vain que vous lui parlerez, vous ne lui ôterez pas cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre en raison. Elle est obstinée, comme à tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense. Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage, elle va vous dire que je lui ai promis d'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Voilà, Charlotte. Ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains, c'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi encore fou. Et pour vous dire si j'ai pas raison, Le blanc est pour le démentir si je ne dis pas vrai. est-ce vraiment monsieur que vous lui avez promis de l'épouser? Vous raillez de moi. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'a su. Laissez-la dire. Non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Monsieur, videz la querelle, je vous prie. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Parlez. Dites. Que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai donné parole de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune d'entre vous ne sait pas ce qu'il y en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent pas les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident beaucoup mieux que les paroles. Aussi,
Ne-ce rien que par là, je vais vous mettre d'accord et l'on verra quand je me marierai laquelle des deux a mon cœur. Laissez-la croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qui l'aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Ah, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence et je ne puis souffrir de voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre, ne vous amusez point à tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Je veux bien savoir pourquoi Ganarelle ne me suit pas. Maître est un fourbe, il n'a dessein que de vous abuser et en a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Cela est faux, et quiconque vous dira le contraire, vous lui allez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain, il n'est point fourbe, il n'a pas dessein de vous abuser, il en a point abusé d'autres. Ah, tenez, le voilà qui vient, demandez-le plutôt à lui-même. Oui? Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire et ne manquassent pas de lui dire qu'il en aurait menti. C'est Ganarelle! Oui, monsieur est homme d'honneur, je le garantis tel. Ce sont des impertinents. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quels moyens ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé, et auquel ils vous ont dépeint l'affaire presse. Et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie une fois encore de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain, au soir. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Que Sganarelle se revête de mes habits. Et moi, Monsieur, vous vous moquez, l'exposé à être tué sans l'habiller. allons vite, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux est le balai qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Ô ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être point pris pour un autre. Contra queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesine, principesse e padrone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Alemagna 230, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna sono 1.300. 1.300. Queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, marchesine, principesse, e madonne con il grado, ogni forma, ogni forma, ogni forma, nella bionda e usanza di
Sua passione predominante è la giovin principiante. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, mais je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme? Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon avis, j'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce serait une chose plaisante si ma guérissait et qu'on m'en vint remercier. Mais pourquoi non? Pourquoi n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire de leurs heureux succès, et tu peux profiter, comme eux, du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard ou des forces de la nature. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Oh, c'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin hémétique? Mais pourquoi donc voudrais-tu que j'y croie? Vous êtes l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin hémétique fait brûler cet useau. Ces miracles ont converti les plus incrédules des esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Lesquels? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait, tous les remèdes ne faisaient rien. On ne savait plus que lui ordonner. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. Un effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir et cela le fit mourir. Tout d'un coup, voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons-la à la médecine où vous ne croyez point et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit et je me sens en humeur de discuter contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et me défendez que les remontrances. Eh bien, Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu, ne croyez-vous point à l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, quand croyez-vous est? La peste soit du phare. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et 4 et 4 sont 8. La belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même. Voilà, vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous êtes fait tout seul, et n'a-t-il pas fallu que votre père vous ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Madame, interrompez-moi donc si vous voulez. Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous désespérez et me laissez parler par vaine malice. Tant que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire.
Ça n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, qui ai quelque chose dans la tête, qui pense 100 choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains, hausser le bras, baisser la tête, lever les yeux au ciel, remuer les pieds, à la droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Bon. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu. Je suis bien sot de m'amuser en voulant raisonner avec vous. Voyez ce que vous voudrez. Il me porte bien que vous soyez damné. Tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Tiens, appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là! Oh l'homme! Oh l'ami! Oh mon compère! Un petit mot s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez me secourir, monsieur, de quelque aumône. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel et qu'il vous donne toutes sortes de biens. Prie-le donc qu'il te donne un avis, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 font 4, et 4 et 4 font 8. Et quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Et il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or. Tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur! Voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne, si tu jures. Tiens, il faut jurer, monsieur. À moins de cela, tu ne l'auras pas. Ah, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je? Un homme attaqué par 3 autres. La partie est trop inégale. Et je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un pays qui ne cherche pas. Et ma foi, le secours a servi. Et les deux ont fait fuir les 3. On voit, par la fuite de ces voleurs, de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse. Et que Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait à ma place. Votre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures. Et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite, et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs, qui d'abord ont tué mon cheval,
et qui, sans votre valeur, en aurait fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer. Et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur. Puisqu'enfin, le plus doux succès en est toujours funeste, et que si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse, de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite, d'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui, et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de nous faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. On a cet avantage qu'on fait courir le même risque, et passer mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne serait-ce pas une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est au terme de n'en plus faire de secret. Et lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Luis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval accompagné de 4 ou 5 et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien, et c'est un homme dans la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Et c'est bien la moindre chose que je vous dois après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action, et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Au contraire, je vous y veux servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher. Mais enfin, il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire raison par lui. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Cet espoir est bien doux, monsieur, à des cœurs offensés, mais après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attachée à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis? Faites voir là mes chevaux et qu'on les amène après nous. Je vais marcher un peu à pied. Ciel, vois-je ici? Quoi, mon frère? Voilà notre ennemi mortel. Notre ennemi mortel? Oui, je suis Don Juan moi-même. Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à vouloir déguiser mon nom. Ô traître, il faut que tu périsses. Ah, mon frère, arrêtez! Je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tuée par des voleurs que j'ai trouvés. Voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Tous les services que nous rend une main ennemie ne sont d'aucun mérite pour engager notre âme. S'il faut mesurer l'obligation à l'injure, votre reconnaissance, mon frère, est ici ridicule. L'honneur est infiniment plus précieux que la vie. Ce n'est de voir rien proprement que d'être redevable de la vie à qui nous a ôté l'honneur. Je sais la différence, mon frère, qu'un gentilhomme doit toujours mettre entre l'un et l'autre, et la reconnaissance de l'obligation n'efface point en moi le ressentiment de l'injure. Mais souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois, par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir durant quelques jours du fruit de son bienfait. Bon, non, c'est hasarder notre vengeance que de la reculer. L'occasion de la prendre peut ne plus revenir le ciel ou l'autre ici. C'est à nous d'en profiter. Ah, lorsque l'honneur est blessé mortellement, il ne faut pas songer à garder aucune mesure. Il faudrait qu'il n'y a prêté votre bras à cette action. Vous n'avez qu'à vous retirer et laisser à ma main la gloire d'un tel sacrifice. De grâce, mon frère. Oh, tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous, dis-je, mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ces jours. Et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Loin d'être saisi à son appel et d'un transport que je sens, vous faites voir pour lui des sentiments pleins de douceur. Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime. Et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur, dont nous soyons les maîtres.
une valeur qui n'est rien de farouche et qui se porte aux choses par une pure délibération de notre raison, et non point par le mouvement d'une aveugle colère. Je ne veux point, mon frère, demeurer redevable à mon ennemi, et je lui ai une obligation dont il faut que je m'acquitte avant toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante. Au contraire, elle en tirera de l'avantage, et cette occasion de l'avoir pu prendre la fera paraître plus juste aux yeux de tout le monde. Oh, l'étrange faiblesse et l'aveuglement effroyable de hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer. Et je me charge de tout le soin de notre honneur. Je sais à quoi il nous oblige. Et cette suspension d'un jour que ma reconnaissance lui demande ne fera qu'augmenter l'ardeur que j'ai de le satisfaire. Donc, Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et vous devez par là juger du reste. Croire que je m'acquitte avec même chaleur de ce que je dois, et que je ne serai pas moins exacte à vous payer l'injure que le bienfait. Je ne veux pas vous obliger ici à expliquer vos sentiments. Et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Et il en est de violence, c'est de sanglant, mes enfants. Quelque choix que vous fassiez. Vous m'avez donné parole de me faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Et vous vous souvenez que, hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous, et vous tiendrez ce que j'ai promis. Alors, mon frère, un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Oh là! Hé! Sgalarelle! Médine, Comment, coquin? Tu fuis quand on m'attaque! pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que sa vie est purgative et que c'est prendre médecine que de le porter. La peste l'insolente! Couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête! Sais-tu bien qui est l'homme à qui j'ai sauvé la vie? Moi, non. C'est un frère d'Elvire. Un frère de... Il est assez honnête homme et en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour donner Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est ce superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas. Non, vraiment? Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah oui, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, ainsi que de la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Cela n'est pas si vite d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je veux lui faire civilité et qui doit recevoir de bonne grâce sine galantum. Alors entrons dedans. Ah, que cela est beau! Les belles statues, le beau marbre, les beaux piliers. Ah, que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut aller voir plus loin l'ambition d'un homme mort. Mais ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille en avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Parble. Le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort. Et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur! Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur! Mon maître
avec lui. Statue! Dis donc, veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la Eh statue! bien, quoi, la statue? Je t'assomme si tu ne parles! La statue m'a fait signe! Elle m'a fait signe, vous dis-je, je n'ai rien de plus vrai. Allez-vous en lui parler vous-même pour voir, peut-être que... non, viens, Marot, viens! Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde! Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Je ne pourrais pas en tenir 10 pistoles. Eh bien, monsieur... Allons, sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Quoi qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle. Nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête, et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et vous retirer de... Écoute! Si tu m'importunes davantage de tes saintes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups, m'entends-tu bien? Fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous expliquez clairement, c'est ce qu'il y a de bon en vous. Vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons! Qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Une chaise, petit garçon.
compliments de créanciers. De quoi s'avise-t-il de nous demander de l'argent et que ne disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a 3/4 d'heure que je lui dis, mais il ne veut pas le croire. Et monsieur s'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Il est toujours bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Ah! Monsieur Dimanche, approchez. Que je suis ravie de vous voir et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes toujours en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Oh, monsieur, je vous suis fort obligée. Parble coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre et je vous ferai connaître les gens. Oh, monsieur, cela n'est rien. Comment vous dire que je n'y suis pas? À monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Oh, monsieur, je suis votre serviteur. Allons vite, un siège pour monsieur Dimanche. Oh, je suis bien comme cela. Point, je vous conseille assis contre moi. Oh, cela n'est pas nécessaire. Ôtez ce pliant, apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez? Non, je sais ce que je vous dois, et je ne veux pas qu'on mette de différence entre nous deux. Monsieur. Alors, asseyez-vous. Non, Mettez-vous vous n'avez là. pas dis-je. besoin, je n'ai qu'un mot à vous dire. Non, je ne vous écoute pas si vous n'êtes assis. Bien, monsieur, je fais ce que vous voulez. Parble, monsieur Dimanche. Vous vous portez bien. Oui, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable. Des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Oh, fort bien, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante. Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? le mieux du monde. Oh, la jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. Oh, c'est trop d'honneur que vous lui faites. Et le petit Colin, fait-il toujours du bruit avec son tambour? Oh, toujours de même. Et votre petit chien, Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-il toujours aux jambes des gens qui vont chez vous? Plus que jamais, nous ne serions à Chevire. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, ce que j'y prends beaucoup d'intérêt. Oh, nous vous sommes fortement obligés. Touchez donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'est rien au monde que je ne fisse pour vous. Vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Vous avez trop de grâce. Assurément, je n'ai pas... Ça, monsieur Dimanche. Sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Oh, non, non, je m'en irai. Tantôt. Allons vite, un flambi pour... Un flambi. Il me dit un flambi. Un flambeau. Un flambeau. Un flambeau. Allons vite, un flambeau pour conduire monsieur Dimanche et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Non, non, ce n'est pas nécessaire, je m'en irai tout seul. Je veux qu'on vous escorte. Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur. Et de plus, votre débiteur. Ah, messieurs! C'est une chose que je ne cache pas. Et je le dis à tout le monde. Oui, mais... Voulez-vous que je vous reconduise? Ah, monsieur, vous vous moquez? Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Et je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous. Et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisa de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Je le crois. Mais Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine, il vous payera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier? Fille, ne me parlez pas de cela. Oh, mais comment? Ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Et mon argent? Et... Oui, j'attends. Bagatelle. Je veux... Fille, vous dis-je.
voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse, que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Le fils que j'obtiens, le chagrin et le supplice de cette vie même, dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sorti d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non. Non! La naissance n'est rien, où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler, et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés, ils vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Mais enfin, qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme, que du
fils d'un monarque qui vivrait comme vous! Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent! Je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. J'ai l'orage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Monsieur, vous avez tort. J'ai tort. Monsieur. J'ai tort. Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils, de lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, et cent autres sottises de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience. Et si j'avais été en votre place, j'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite. À quoi me rédis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, voilà une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus telle de Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces intimes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il m'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel. Et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite. Inspiré de vous venir trouver pour vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue la sociale de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour expier la faute que j'ai faite et mériter
entendu les transports d'une passion condamnable. Mais en cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai si tendrement chérie devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point notre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières. Et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et prévenir votre perte. Sauvez-vous, Don Juan, je vous en prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Une fois, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est pas assez, les larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je me remets après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici. On vous y logera le mieux que l'on pourra. Oh, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu bien que j'ai senti quelque peu d'émotion pour elle? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre? Et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Vite, à souper! Fort bien. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, da! Oui, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci, puis nous songerons à nous. Non. Qu'en dis-tu? Ah, rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Montre donc, qu'as-tu là? Montre un peu. Parbleu! C'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite! Une lancette pour percer cela. Le pauvre garçon n'en peut plus et cet abcès le pourrait étouffer. Attendez un peu. Voyez comme il était mûr. Coquin que vous êtes. Papa, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n'avait pas mis trop de sel ou trop de poivre. Assieds-toi et mange. Tu vas faire ce que je dois. J'aurai affaire de toi quand j'aurai soupé. Eh, je le crois bien, monsieur. Je n'ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela. Voilà qui est le meilleur du monde. Mon assiette. Tout doux, s'il vous plaît, vertu bleue. Que vous êtes habitué à servir des assiettes nettes. Et vous, petit à violette, que vous savez présenter à boire à propos. Tu peux frapper de cette sorte.
Il y a tout bien troublé dans notre repas. Je veux souper en repos au moins, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Qu'as-tu? Qui? Voilà! Allons voir. Et montrons que rien ne me saurait ébranler. Ah, mon petit Gatarel, tu cacheras-tu? Une chaise et un couvert. Vite donc. Allons à table. Monsieur, je n'ai plus faim. Voilà, te dis-je. À boire. À la santé du commandeur. Je te l'apporte, Galarel. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai plus soif. Bois. Et chante ta chanson pour égaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Il n'importe. Allez, vous autres. Venez accompagner sa voix. Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, juré. Accompagné du seul Galarel. Je vous rends grâce. Il est demain jeûne pour moi. Prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Thank you.
bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie. Réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire au choix d'une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Mon fils. Que la tendresse d'un père est aisément rappelée et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés. Tout est effacé. Les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits. Je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez. Persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis. Et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le benait. Comment le mener? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas... Vous ne... Oh, quel homme! Quel homme! Non. Quel homme! Non, je ne suis point changée. Mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas la surprenante merveille de ces statues mouvantes et parlantes? Il y a bien là-dedans quelque chose que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre, pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Mais je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien?
Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mettent de ce métier et se servent du même masque pour allumer le monde. Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de ce personnage qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en chacun se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touchés, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde ce qu'ils peuvent faire. C'est là où je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale et serai défendu par elle envers et contre tous. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Je jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter de la faiblesse des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Ô ciel, qu'entends-je ici? Il ne manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble de l'abomination. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qui vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi. Il faut que je vous parle et que je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est dans ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles sont à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les peuples. Beau raisonnement. Après cela, si vous nous rendez, tant pis pour vous. Donc Juan, je vous trouve à propos. Je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous. Vous vous demandez vos résolutions. Vous savez que ce soir me regarde et que je me suis en votre présence chargée de cette affaire.
Pour moi, je ne le sais point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et je n'ai point maintenant notre pensée que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein non roi ne choque point ce que je dis. La compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Et je me suis encore aujourd'hui conseillée au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous donc pas nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Pourquoi? Vous voulez que je me plaie dans semblable discours? C'est le ciel qui veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Le ciel l'ordonne de la sorte. Et nous souffrirons cette tâche en notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Et quoi? Toujours le ciel. Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque pas de cœur. Et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons. De vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste. Je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je ne doute point que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, c'est un avis qui vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Monsieur, c'est un spectre. Je reconnais. Voyez-vous ce changement de figure? Spectre, fantôme ou diable, je veux savoir ce que c'est. Oh! Non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je vais éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Non! Oh ciel! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et je te vous vite dans le repentir. Non, non, il ne sera pas dit quoi qu'il arrive que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi! Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Où vous-t-il allé? Donnez-moi la main. La voici! Ah! 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 Que songe? Un feu invisible me brûle et tout mon corps devient brûlé et ardent! L'endurcissant au péché traîne une mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre.
mise à mal, parents outragés, mari poussé à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi, seul de malheureux. Mégane, Mégane, Mégane. Thank you.